Cdiscount, Sacha Lazimi de Yubo et Marie-Virginie Klein de Tilder. Bonsoir à tous. Sacha, Marie, merci beaucoup d'être là ce soir parmi nous. On a le plaisir de se retrouver dans le salon de l'horloge, cette salle historique dans laquelle Robert Schuman a fait sa déclaration sur la communauté européenne. Hier soir, Emmanuel Macron a appelé devant un parterre d'entrepreneurs de la tech à l'urgence de la création d'une souveraineté numérique. Dans ce livre, sur la base de ce livre, qui a été écrit par 10 grands acteurs de la tech européenne, ces acteurs ont appelé à la création du United Tech of Europe. Alors, Marie et Vin, une première question pour vous, très large. Selon vous, la question de la souveraineté numérique est-elle devenue essentielle ? Merci pour votre invitation. Bonsoir à tous. Oui, la souveraineté est devenue une question absolument centrale et je pense que la crise Covid que nous traversons nous l'a montré parce qu'elle a mis évidemment en lumière notre dépendance à d'autres pays, à d'autres continents. Ça a été la pénurie des masques, ça a été d'autres sujets. Et quand on voit que sur des problèmes aussi essentiels que la santé, la France ou l'Europe n'est pas en capacité aujourd'hui d'assurer sa pleine autonomie, je dirais oui, la souveraineté est un sujet plus large que le numérique, mais qui se pose aussi dans le domaine du numérique. Et je dirais au premier chef en matière de données, parce que je pense qu'un État ou un groupe d'États qui n'a pas la maîtrise de ses données n'a pas la maîtrise de sa souveraineté. La souveraineté, c'est protéger ses ressortissants, c'est assurer la sécurité, donc c'est des enjeux de cybersécurité. La souveraineté, c'est aussi assurer la continuité des États, donc ça veut dire une couverture 3G, 4G, 5G partout en France et pas uniquement dans les zones qui sont rentables pour les opérateurs économiques. Donc tout ça, ça participe de la souveraineté. Merci beaucoup. Sacha, peut-être vous êtes un entrepreneur, n'est-ce pas, de la tech, et à vous, j'ai envie de poser une question un peu plus directe, mais dans quelle mesure, aujourd'hui, on peut donner naissance à un géant de la tech quand on est français ? Je pense qu'on a tous les moyens en France aujourd'hui pour justement devenir un des champions d'Europe et du monde. C'est d'ailleurs pour cela que nous, on a fait le choix de rester en France, malgré notre majorité d'utilisateurs basés aux États-Unis et avec une base d'utilisateurs française en fait, qui est minoritaire, parce qu'aujourd'hui, en France, on commence à avoir des champions qui émergent, et c'est le début en fait, de la création d'un écosystème français et européen qui, justement, avec ces champions, vont avoir les moyens de donner l'exemple aux startups comme nous et aux startups suivantes. Il y a beaucoup d'aides de l'État et beaucoup plus de financement en fait, privé qui arrivent aujourd'hui en France et en Europe. Et enfin, au niveau de la sécurité, de la protection des données, on est aussi en Europe des leaders et on est un exemple parce qu'aujourd'hui, quand on est français ou quand on est européen et qu'on crée une plateforme mondiale, en fait, on est forcément en règle dans tous les pays, puisque la loi RGPD aujourd'hui est la plus dure et la plus sécure pour les utilisateurs. Et en fait, c'est un exemple à suivre, parce que comme l'a dit le président de Livestorm, en fait, aujourd'hui, on doit être safety by design, parce que les générations suivantes sont de plus en plus connectées. Et en fait, il n'y a pas de différence entre leur vie en ligne et hors ligne. Et si on n'a pas une vie en ligne qui est aussi sécurisée, voire plus sécurisée que hors ligne, en fait, on ne peut pas réussir. Et justement, est-ce qu'il y a vraiment, peut-être, je m'adresse à vous, Marie, mais est-ce qu'il y a vraiment un domaine dans lequel l'Europe peut imposer sa souveraineté ? Est-ce qu'il y a un domaine dans lequel on peut se démarquer réellement par rapport à tous nos concurrents ? Alors, je pense que la question qu'il faut se poser, c'est pas tant est-ce qu'elle peut, mais c'est partout où elle doit le faire.
Alors le numérique est partout. Donc si on parle de numérique pour numérique, je dirais le premier sujet où l'Europe doit agir, c'est le cloud pour avoir la maîtrise de la donnée. Ça, pour moi, c'est le point central. Une fois qu'on a dit ça, le numérique irrigue aujourd'hui tous les secteurs de l'activité, que ce soit le commerce de détail, que ce soit la santé. Donc en fait, il faut se poser la question secteur par secteur de quelle est notre autonomie. Quelle est notre autonomie en termes numériques dans ces secteurs-là. Je prends le paiement par exemple. En matière de paiement aujourd'hui, une très grande partie et de plus en plus de paiements se fait en ligne, par mobile, par des applications. Et finalement, quand l'Europe a mis en place l'euro, il y a eu une politique très forte pour maintenir une vraie souveraineté sur la monnaie scripturale. Et finalement, le paiement électronique a été quelque peu oublié. Donc aujourd'hui, on a des grands réseaux type Visa, Mastercard qui dominent les flux européens et quelques initiatives nationales, dont CB qui est une belle initiative française. Mais on souffre d'interconnexion entre pays européens. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais lors de l'Euro 96, me semble-t-il, il y avait eu des sanctions prononcées par le président Clinton contre la Serbie, qui avait qui avait gelé du coup les avoirs serbes et qui avait demandé à Visa Mastercard de ne plus accepter les transactions passées par les Serbes. Donc la presse française s'en était fait l'écho parce qu'à l'époque c'était l'euro, il y avait beaucoup de Serbes à Paris qui étaient venus soutenir leur pays et donc ils se sont retrouvés à Paris sans pouvoir faire aucun achat. Donc ça veut dire que très concrètement, quand on n'a pas la maîtrise de ces flux, qu'on n'a pas la maîtrise de sa technologie, un autre État peut décider pour nous. Ce n'est pas délirant aujourd'hui de penser qu'un président comme le président Trump peut prendre des mesures de sanctions économiques qui passeraient par là. Donc je pense que c'est secteur par secteur qu'il faut faire le diagnostic de notre niveau d'autonomie. Et sûrement, oui, qu'il y a des secteurs prioritaires. Je pense que la donnée en est une, mais le paiement en termes de souveraineté économique me paraît aussi une priorité importante. Merci beaucoup. Sacha, pour une start-up que vous représentez ce soir sur cette scène, pour une start-up, se lancer en Europe, c'est souvent très compliqué, dans la mesure où le marché intérieur d'une start-up qui se lance en Europe représente à peu près pas plus de 10% en tout cas de son marché potentiel. Donc, selon vous, comment on fait pour se développer concrètement quand on est une start-up européenne qui se lance en Europe? Et vous, comment vous comptez faire? Du coup, nous, on a fait le choix de se lancer directement à l'international. Et on a tout de suite eu des utilisateurs basés en Amérique du Nord, en Australie et aussi en Europe. Donc, on a des utilisateurs qui sont majoritairement anglophones. Et en fait, c'est aujourd'hui, avec les technologies qu'on a, que ce soit le live vidéo, la connexion Internet, en fait, on l'a vu durant le confinement, on peut avoir exactement les mêmes interactions et les mêmes échanges qu'on peut avoir dans la vraie vie sans y être en personne. Et donc, il n'y a plus de barrière en fait, de frontières, il n'y a plus de barrière de langue, il n'y a plus de barrière de temporalité. Et en fait, on peut tout à fait aujourd'hui, avec les moyens qu'on a en Europe, se lancer en France, en Europe et être une société globale. En tout cas, dans la partie sociale, nous, c'est ce qu'on a vu. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de plateformes qui émergent, comme dans le gaming, comme par exemple Vodoo, qu'on a entendu hier, comme Zenly, qui se développe énormément à l'international, comme des plateformes bancaires comme Conto ou des plateformes de paye comme Payfit qui se développent en Europe et qui fonctionnent très bien. Et en fait, on est à la naissance d'un écosystème avec des technologies qui nous permettent de les créer. Et c'est tout à fait possible. Et on a plein d'exemples qui le démontrent. Et il faut simplement saisir sa chance pour le faire, en fait. Encore une fois, pour revenir à ce livre et à la création de l'Union de la tech européenne, une des recommandations, c'est de créer cette union, créer cette grande union des forces des techs en Europe. Donc, moi, j'ai deux questions. C'est et là, je l'adresse un peu à tous les deux en même temps en question conclusive. Est-ce que vous pensez réellement que ça peut marcher, que c'est voilà, une proposition qui est faisable et si oui ou sinon, quelle doit être selon vous la stratégie européenne pour permettre l'émergence de leaders de la tech et assurer réellement une souveraineté numérique du continent? Voilà, un peu. Si vous aviez une recommandation à faire, laquelle ça serait? Pas facile, hein, vous avez 5 heures.
Non, c'est pas facile, mais je pense qu'il faut continuer dans l'effort qu'on fait aujourd'hui, que ce soit dans la partie régulation, parce que c'est très important d'être un exemple en termes de régulation, puisque les pays sont en train de nous suivre aujourd'hui sur la loi RGPD. On le voit en Californie, on le voit aux États-Unis, et on ne le voit pas encore en Chine, mais ça va forcément arriver, puisque toutes les plateformes internationales vont devoir devenir compliant en Europe. Et donc, il faut continuer dans cet effort-là, parce que pour les générations suivantes et pour la génération Z, c'est quelque chose qui est très important et qui est indispensable aujourd'hui pour réussir. Il faut continuer avec l'émergence de champions et de financement d'aide publique et de financement privé. On le voit d'ailleurs, nous, en tant que start-up, que beaucoup de fonds américains viennent aujourd'hui en France s'installer, avoir des bureaux ici et commencent à investir en France, parce qu'en fait, si on regarde, en tout cas sur la partie sociale, depuis 10 ans, on arrive aux États-Unis dans un marché qui est en fait assez fermé, un écosystème qui est fermé, parce que la vie là-bas coûte cher, on ne peut plus recruter de personnes, on ne peut plus y aller à cause des nouvelles politiques qui sont en place. Et donc aujourd'hui, il y a vraiment un espace pour l'Europe pour se développer sur toute cette partie-là et pour créer en fait cet écosystème et pour créer ces champions, parce qu'on arrive à une nouvelle ère technologique et une nouvelle ère de protection des données. Et c'est le moment en fait de la saisir et d'accélérer sur ce développement. Marie. Je vais rebondir sur les données et la régulation. L'une des premières stratégies de l'Europe, me semble-t-il, c'est d'assurer une application uniforme de la réglementation européenne. C'est vrai qu'on a un RGPD qui est un très bel outil. Aujourd'hui, il commence à être appliqué de manière différenciée entre les acteurs français et européens et les plateformes globales. Je donne un exemple tout simple. Quand vous avez votre smartphone et que vous payez en ligne, vous avez l'habitude de payer en un clic. C'est très simple, c'est séduisant et vous aimez bien les applications simples parce que c'est ce qui fait le succès d'une application. Cette fonctionnalité-là, elle repose sur un régime juridique que la CNIL a rendu plus complexe pour les opérateurs français. Donc des gens comme Cdiscount, comme La Redoute, on a dû modifier nos façons de faire et on peut moins souvent proposer cette fonctionnalité qui est extrêmement plébiscitée par tous les internautes et en particulier tous les internautes qui ont migré sur le mobile. En face de cela, les opérateurs américains, chinois peuvent continuer à proposer cette fonctionnalité sans aucune contrainte. Donc ça veut dire que concrètement, on est sur le même territoire et on n'a pas la capacité de proposer les mêmes usages. Or, sur la tech et sur le digital, c'est l'usage qui fait le succès. Et ça veut dire qu'à un moment, quand un régulateur national vient prendre une mesure nationale qui a des effets transfrontières, il peut mettre des boulets aux pieds des opérateurs français et européens. Donc je dirais même, avant de se poser la question quelle peut être la stratégie d'aide, et je vais quand même y venir, il faudrait déjà commencer par appliquer de manière uniforme les outils qui existent et puis certainement mettre en place des politiques de contrôle efficaces et extraterritoriales, parce qu'aujourd'hui, très clairement, il y a quand même des plateformes de premier plan qui ne sont pas contrôlées du tout ou peu contrôlées, contrairement aux opérateurs français et européens. Et ça, c'est un problème de tous les jours. Ça se pose en matière de fiscalité, ça se pose en matière de données personnelles, ça se pose en matière de droit de la consommation, tout ce que vous voulez. Et ça, c'est un handicap au quotidien. Après, une fois qu'on a dit ça, je pense qu'il faut aussi briser des tabous européens qui sont l'interdiction des aides d'État. On ne pourra pas faire émerger un champion européen si à un moment donné, l'Europe ne se saisit pas de l'urgence à avoir une souveraineté numérique européenne et contribue d'une manière ou d'une autre à aider, à financer des initiatives privées. Et donc je pense qu'il faut qu'on réfléchisse, puisqu'on parle de souveraineté et que le pouvoir public y a un intérêt, il faut qu'on réfléchisse aussi à des financements publics-privés qui pourraient faire émerger des gros opérateurs. Et enfin, ma conviction, c'est que la souveraineté, ça ne doit pas être un élan de fermeture ou de protection. Je pense que la souveraineté, on va l'acquérir par l'interconnexion, par l'ouverture. Chez Cdiscount, on est parti 3 fois à l'international, 2 fois avec des leçons, des enseignements. Et la 3e fois, on a trouvé le moyen. Et le moyen, c'est la technologie de la plateforme et c'est l'interconnexion avec d'autres plateformes amies en Europe. Donc avec des Italiens, avec des Allemands. Et c'est comme ça qu'on arrive à dépasser les frontières et
avoir des économies d'échelle et que ce soit profitable à tous. Voilà. Merci beaucoup, Sacha, Marie, pour ce partage de réflexion et d'expérience et pour approfondir. Je vous recommande la lecture de ce livre.